Mon propos s'adresse essentiellement au peuple du changement. J'entends par peuple du changement tous ces électeurs, même ceux qui sont devenus découragés, lassés par de nombreux échecs et parfois les comportements inopportuns de nos hommes politiques, tous ces gens qui aspirent à voir le régime du président Paul Biya arriver à sa fin, être évincé de la conduite des affaires publiques. Tous ces gens, dont certains d'entre eux votent et votent contre le RDPC, d'autres partagent l'aspiration au changement, mais pour des raisons que nous pouvons comprendre et qui nous interpellent d'ailleurs, ont cessé d'aller au vote, quand bien même ils sont inscrits sur les listes électorales et ont le droit de participer au vote. Ils sont découragés, ils sont lassés et beaucoup d'entre eux ne partent plus aux élections. Je voudrais surtout vous parler maintenant des élections qui s'annoncent et dont vous voyez que le peuple tout entier, et en particulier les acteurs politiques, sont de toute évidence, et cela est légitime, très occupés, très préoccupés par les élections qui s'annoncent. Lors des dernières élections présidentielles de 2018, jusqu'à 46% des personnes inscrites dans les listes électorales pour les élections présidentielles ne sont pas allées voter. Voyant venir un énième échec, voyant venir quelque chose qui confirme que nous sommes dans l'incapacité d'impulser le changement, beaucoup de nos compatriotes qui aspirent à voter et très certainement à voter contre le régime ne sortent plus des maisons pour aller voter. Attitude préoccupante parce que il s'agit de rassembler le maximum de compatriotes possible pour qu'ils votent contre le RDPC. Et en agissant comme cela, nous atteignons le nombre nécessaire d'électeurs qui pourraient exprimer le vote contre le RDPC et obtenir le renversement du RDPC. Il est donc important d'examiner qu'est-ce qui se passe dans ce champ politique. Nos textes sont clairs. La Constitution, pour ce qui est de l'élection présidentielle, la Constitution ne dit nulle part comment on organise l'élection présidentielle. Elle pose des principes, elle dit qui peut être président de la République, quel est l'âge que la personne qui aspire à être président de la République doit avoir, quelle est la durée de présence sur le territoire national qu'il faut pour que vous soyez à même d'être candidat à une élection présidentielle. Elle dit par exemple que vous devez vivre en permanence sur le territoire national pendant au moins 12 mois de façon continue. Ça veut dire que vous ne pouvez pas revenir de l'étranger 2 semaines avant l'élection présidentielle ou 2 mois avant l'élection présidentielle et déposer votre candidature à l'élection présidentielle. Mais à part ces principes généraux, la Constitution est claire. Elle dit dans l'article 6, alinéa 6, que le régime de l'élection à la présidence de la République est fixé par la loi. Ce n'est donc pas la Constitution qui dit comment on organise les élections. Elle a donné cette mission-là à la loi. Et la loi dont il s'agit ici, c'est le code électoral, qui est donc chargé de dire, d'organiser, de régir les élections.
en commençant par l'élection présidentielle. J'entends beaucoup de nos compatriotes qui visiblement s'inscrivent dans une logique de déni de la loi, du refus de se soumettre à la loi, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Nous avons l'obligation de nous soumettre à la loi. Et j'entends certains de nos compatriotes estimer que ce code électoral n'est pas à respecter au motif qu'il est contre la Constitution. Mais c'est la Constitution qui a institué le code électoral dans sa disposition que je viens de vous lire, en disant que le régime de l'élection à la présidence de la République est un régime dépend de la loi. C'est ce que la Constitution nous dit. Elle ne nous dit rien d'autre. Je la relis. Article 5 de la Constitution, alinéa 6. Le régime de l'élection à la présidence de la République est fixé par la loi. Donc, pour tout ce qui concerne l'élection à la présidence de la République, nous devons en référer au code électoral. Et le code électoral parle de l'élection à la présidence de la République. Dans son article 121 et 122, ce sont des dispositions spécialement consacrées à l'élection à la présidence de la République. C'est le titre 4 du Code électoral, intitulé « Dispositions spécifiques à l'élection et à la vacance à la présidence de la République ». Dans ce titre 4, son chapitre 3, intitulé « Déclaration de candidature », l'article 120 dit ceci. Les candidats à l'élection du président de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée. La Constitution a dit que le régime de l'élection à la présidence de la République est fixé par la loi. Cette loi, c'est le code électoral. Le voici en train de dire que le candidat à l'élection du président de la République, les candidats à l'élection du président de la République sont tenus. Il n'est pas possible de faire autrement. Sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature. Vous ne pouvez donc pas faire une déclaration de candidature et vous ne la signez pas. Vous ne pouvez pas être candidat à l'élection du président de la République sans faire de déclaration de candidature. C'est la loi qui l'exige. La loi que le code électoral a demandé d'exister et qui, depuis son adoption, le 19 avril 2012, personne n'a jamais dit que cette loi viole la Constitution qui lui a donné naissance. C'est donc ce code électoral qui, dans son chapitre 3 de la déclaration de candidature, dit dans son article 121 que, alinéa premier, les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, deuxièmement, soit indépendants. Et la loi, c'est-à-dire ici le code électoral, dit comment les candidats indépendants peuvent se constituer. Comment les candidatures indépendantes peuvent se constituer. Et le code dit, à condition d'être présentés
comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membres du Parlement, c'est-à-dire membres de l'Assemblée nationale ou membres du Sénat. Et vous savez qu'on ne peut pas être à la fois membre de l'Assemblée nationale et du Sénat. Soit membre d'une chambre consulaire. Les chambres consulaires, c'est la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, le conseil économique et social, soit membre du conseil régional, c'est-à-dire conseiller régional, soit conseiller municipal, soit chef traditionnel de premier degré. Voilà, la Constitution a dit que la loi doit fixer les conditions d'élection à la présidence. Et la loi a fixé que soit vous êtes présenté par un parti politique, soit vous êtes un candidat indépendant. Et si vous êtes un candidat indépendant, vous devez être présenté par 300 personnalités. Ces personnalités doivent être soit des sénateurs, soit des députés, soit des conseillers régionaux, soit des conseillers municipaux, soit des membres de la chambre de commerce, soit des membres de la chambre d'agriculture, soit des membres du conseil économique et social. Et le code électoral, dans son alinéa 2, parle des candidats que le parti politique investit. Et le code électoral est clair. Il dit, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1, 2, ci-dessus, applicables aux candidats indépendants. Cette disposition du code électoral, l'article 121, ne requiert pas que les gens aient des doctorats en droit. Cette disposition, l'article 121, est claire. Elle est écrite en français. Elle est écrite dans un français facile que n'importe qui peut comprendre, sauf à être un manipulateur de mauvais aloi. C'est-à-dire un homme dangereux, un homme qui a un mauvais comportement au regard de la loi. Elle est simple, elle n'est pas faite pour des agrégés, elle n'est pas faite pour des grands professeurs d'université, elle est faite pour tous ceux qui savent lire et écrire. Et tous ceux qui savent lire et écrire comprennent que la loi, que la Constitution a ordonné d'exister, cette loi dit que si tu es un candidat investi par un parti politique qui n'a pas de député, qui n'a pas de sénateur, qui n'a pas de conseillers régionaux, qui n'a pas de conseillers municipaux, eh bien, ce candidat-là doit avoir 300 signatures que des sénateurs, des députés, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des membres de la chambre d'agriculture, des membres de la chambre de commerce, des membres du conseil économique et social doivent donner à ce candidat, à concurrence de 30 signatures par région. C'est ce que la loi a dit. C'est simple. Nous sommes donc surpris que certains de nos compatriotes, et en particulier ceux d'entre eux qui se réclament
de l'opposition qui prétendent agir, travailler tous les jours pour obtenir l'éviction du RDPC du pouvoir. Que ces gens-là prennent la parole pour ne pas assumer les agissements qu'ils ont eus à un moment donné de notre vie politique et pour essayer de faire croire que cette loi, on peut la comprendre autrement. Je voudrais parler ici de M. Maurice Kamto et de tous ceux qui se réclament de lui. Comme vous le savez, il y a eu des élections législatives et municipales en 2013. En 2013, M. Maurice Kamto était candidat aux élections législatives dans la circonscription électorale du Mfundi. Il conduisait une liste dans le Mfundi, la liste du MRC. Il ne conduisait pas une autre liste. Il ne conduisait pas une liste tout court. Il ne conduisait pas une liste des candidats indépendants, puisque ce code électoral ne prévoit pas qu'aux élections législatives et municipales, régionales, sénatoriales, on peut être un candidat indépendant. Ça veut dire que seules des personnes présentées par des partis politiques peuvent être candidats à ces élections. À l'élection du président de la République, le code électoral prévoit que quelqu'un qui n'appartient à aucun parti politique peut être candidat. Et le code électoral a dit un tel candidat doit avoir 300 signatures venant des personnes que j'ai déjà indiquées, en vous rappelant simplement les termes de la loi. Mais ce même code électoral n'a pas prévu que pour l'élection des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux, on peut être indépendant des partis politiques. Donc, si vous voulez être candidat à l'une de ces élections, à l'exception de l'élection présidentielle, c'est un parti politique qui vous présente. C'est dans cet esprit-là que moi-même qui vous parle, j'ai été présenté en 2013 par le Social Democratic Front, un parti politique auquel j'appartenais. Dans le même temps, à cette époque, Maurice Kamto appartenait au MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il en était d'ailleurs le président. Et le MRC a eu des listes dans quelques circonscriptions électorales dans le pays, notamment dans le Mfundi, où M. Maurice Kamto était la tête de liste, c'est-à-dire que c'est son nom qui était le premier nom dans la liste du MRC pour les élections législatives dans le Mfundi. Il y avait 7 sièges à conquérir. La liste du MRC n'a pas eu de député dans le Mfundi. Elle n'a pas eu de député ailleurs. Donc, M. Maurice Kamto, la vérité est que son comportement doit nous inspirer un certain nombre de questions. En 2020, quand nous allions aux élections législatives et municipales, nous tous, nous savions que le mandat des députés et des conseillers municipaux qui va démarrer en 2020, le mandat, ou alors le mandat de ces élus-là, les élus municipaux, les élus à l'Assemblée nationale, nous savions que leur mandat va être ou vont être renouvelés en février 2025.
Donc, quand M. Kamto décide d'empêcher les militants de son parti, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Si vous rencontrez les dirigeants de ce parti, aucun ne va vous dire qu'ils se sont assis, ils ont discuté, ils ont été d'accord. Quand M. Maurice Kamto décide, à la veille, à quelques minutes de la clôture des dépôts de dossiers de candidature, il annonce que le MRC ne va pas aux élections. C'est-à-dire, il décide aussi d'empêcher les militants du MRC de ne même pas chercher à se faire investir dans d'autres partis. Au moment où il prend cette décision, il sait que les prochaines élections législatives auront lieu en 2025. Mais il sait aussi que, à ce moment-là, il a fait perdre au MRC tous ses élus. Il sait aussi ça a pris. Il sait aussi à ce moment-là que à partir de cette décision-là, le MRC, il est en train de faire perdre au MRC sa capacité, sa faculté à investir un candidat aux élections, à l'élection présidentielle à venir. Il sait que le président, de par la loi, a la possibilité de proroger le mandat des conseillers municipaux et des députés. Il sait que la loi a donné au président de la République ces instruments-là, ce pouvoir-là, cette capacité. Il sait que l'élection qui est en train de se tenir en 2020, les élections législatives qui se tenaient là en 2020, au moment où il était en train de prendre cette décision, ces élections auraient dû se tenir en 2018 et que le président avait utilisé ses pouvoirs pour renvoyer l'élection en 2020. Il savait donc que le président peut utiliser ses pouvoirs pour que les élections législatives et municipales n'aient pas lieu en février 2025. Le président Kamto, qui se prévaut des connaissances supérieures en matière de droit, apparemment, je refuse de croire que lui et autour de lui, les maîtres Sim, tous ces gens, ne savaient pas que ils sont en train de jouer avec le feu. Que l'élection des députés et des conseillers municipaux est prévue en janvier 2025, mais que cette élection peut être reportée. Et que si le président décide de reporter cette élection ou ces élections de 2025, ils seront dans un problème inextricable. Ils le savent. Ils le savaient au moment où M. Maurice Kamto prend cette décision d'empêcher le MRC d'aller aux élections, de faire perdre au MRC sa capacité électorale. Ils le savent. Mais je voudrais attirer votre attention sur la manière dont le MRC, M. Maurice Kamto, décide de cette affaire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand M. Maurice Kamto est libéré de sa garde à vue administrative, alors que M. Foguet et M. Bibou Nissak sont condamnés à 7 ans d'emprisonnement pour avoir obéi à un mot d'ordre que nous tous, nous avons dit de ne pas faire. Lorsque M. Maurice Kamto sort de l'élection présidentielle de 2018,
battu à cette élection, il décide de lancer un mouvement insurrectionnel. Tous les collègues de l'opposition ont dit, ne faites pas cela. Vous connaissez un seul parti de l'opposition qui l'a soutenu? L'UDC est encore là. Madame Damdieu est là. Tous les députés de l'UDC, les conseillers municipaux de l'UDC, demandez-leur. Ont-ils un seul jour demandé de soutenir l'insurrection que M. Mokamto avait envisagé de lancer pour, disait-il, chasser le président de la République, récemment élu de la présidence? Avez-vous vu le SDF se tenir à côté du MRC dans cette aventure insensée? Mais quels sont ces partis? L'UDC, c'est quel parti? Le SDF, c'est quel parti? Le PURS, l'UPC, etc. Quels sont ces partis? Ce sont des partis qui sont là avant le MRC.